on a le plaisir d'accueillir pour une deuxième fois au cours de ce week-end Saïd Bouamama, qui est sociologue. Sociologue, écrivain, une figure essentielle et un précurseur de l'antiracisme politique qui, depuis son émergence au cours des années 2000, a considérablement renouvelé le combat antiraciste qui est le nôtre à chacune et chacune des organisations qui avons organisé ces universités politiques, au point que nul ne peut plus ignorer désormais la centralité, et ce que Bali Bagayoko rappelait à l'instant, la centralité du combat antiraciste dans la période marquée par cette fascisation. Sans plus attendre, je vais donc céder la parole à Saïd Bouamama pour son intervention intitulée « Briser un système de domination pluriséculaire par le haut et par le bas ». Je voudrais poursuivre en vous posant une question. Qu'est-ce qui réunit un Ruffin, Mediapart et un Roussel aujourd'hui? Ils exècrent tout ce que nous apprécions dans l'évolution de la LFI ces dernières années. Mes désaccords d'il y a quelques années avec la LFI sur l'islamophobie n'existent plus aujourd'hui. Et c'est au moment où on a une force politique qui fait ces évolutions-là qu'on a cette espèce de consensus bizarre qui se met en place. À chaque fois que vous avez un consensus de ce type-là, hétéroclite et bizarre, il faut toujours se poser la question de la séquence. Et c'est pour cela que je disais hier, je pense vraiment que nous n'avons pas le choix, ou nous allons vers une accélération, vers une séquence fasciste, ou nous allons non pas vers la révolution, mais vers la création des conditions qui permettent une nouvelle dynamique populaire. Et c'est énorme. Nous ne l'avons pas vécu depuis plus d'un demi-siècle. Et c'est important de l'avoir vraiment en tête. Quels que soient les résultats de 2027, nous serons dans une rupture. Mais toutes les ruptures ne se valent pas. Vous avez des ruptures par le haut, des ruptures par le bas. Des ruptures sur la base du futur, des ruptures sur la base du passé. Des ruptures pour revenir au capitalisme pur, prédateur, ouvertement impérialiste, ou des ruptures qui introduisent un minimum de régulation pour l'instant, en attendant d'aller plus loin. Alors, c'est une rupture avec quoi? C'est la rupture avec un type de rapport de force et de régulation politique hérité du monde tel qu'il était à la fin de la décennie 80 et 90, au moment où s'impose le néolibéralisme sur l'ensemble de la planète. C'est-à-dire une rupture avec 4 décennies de redistribution des pauvres vers les riches. Et effectivement, si vous regardez le programme de Mélenchon, il y a de la redistribution. C'est une rupture avec le passage du racisme de sa forme anti-arabe historique ou anti-algérienne historique à sa forme islamophobe, qui n'est pas un petit passage. C'est pour cela que nommer l'islamophobie est important. C'est un passage qui, en réalité, est l'outil idéologique pour empêcher les classes populaires de s'unifier, de converger. Parce que ça ne touche pas que les étrangers. Ça ne touche pas que telle catégorie de personnes. Ça touche tous ceux qui, de près ou de loin, ont un marqueur identitaire qui peut les ramener, le prénom, la religion, etc., qui peut les ramener aux anciennes colonies. C'est troisièmement une rupture avec la lepénisation des esprits, qui depuis 4 décennies a diffusé les mots, les raisonnements, les problèmes, depuis qu'un Fabius, c'est pour ça que moi je regrette pas trop le PS, un Fabius est venu nous dire que Jean-Marie Le Pen posait les bonnes questions mais apportait les mauvaises réponses. En réalité, ce processus-là est venu comme un virus, eh bien, imbiber toute une partie de la gauche française. Et enfin, une rupture également avec l'Union européenne, qui, je vous rappelle, est dans une séquence où le responsable aux affaires étrangères de l'Union européenne parle pour décrire le monde du jardin européen et de la brousse, et en se donnant comme mission que le jardin européen doit se protéger de la brousse qui veut l'envahir.
Alors si je dis tout ça, c'est pour revenir à justement cette rupture. Soit la rupture sera une rupture pour accélérer le processus de fascisation que nous vivons aujourd'hui, jusqu'au passage à la séquence fasciste, si la classe dominante estime que c'est nécessaire pour elle. Soit ça sera une rupture qui crée une nouvelle structure d'opportunité. Ça ne crée pas le socialisme, ça ne crée pas une société immédiatement libérée, etc. Mais ça crée des conditions qui permettent de nouveau à un dynamisme populaire de s'exprimer, de s'organiser et de reprendre place dans le débat politique. Car sans être marabout, on peut quand même regarder quelques indicateurs qui nous indiquent ce que nous allons vivre juste après les élections présidentielles. Ça a été souligné à plusieurs reprises, je ne fais faire que les citer. Pensez-vous que la classe dominante va accepter de bon gré, parce que les élections lui ont donné, l'ont mise de côté, va accepter de bon gré d'arrêter ce processus de redistribution des plus pauvres vers les plus riches? Bien entendu que non. Et donc nous avons une certitude. Nous allons avoir une union des droites après ces élections, qui a déjà commencé, et qui sera polarisée autour de la radicalité du Rassemblement national. Et cela, que ce soit un Édouard Philippe ou Marine Le Pen, on va avoir cette union des droites. Et si c'est Jean-Luc Mélenchon qui est élu, eh bien, elle sera particulièrement féroce vis-à-vis du nouveau gouvernement. Est-ce que vous pensez que la galaxie fasciste, il y a le Rassemblement national, mais il y a toute la galaxie fasciste qui va se voir fermer par cette défaite, l'accès, entre guillemets, légal au gouvernement, va l'accepter de plein gré? Nous pouvons déjà annoncer avec une quasi-certitude, il suffit, ça a été, on nous l'a conseillé hier lors d'une table ronde, mettons-nous dans la peau d'un fasciste. Nous avons une certitude, ils auront besoin d'une dégradation rapide de la situation. Et donc il ne faut pas exclure des dynamiques de provocation. Une guerre civile serait bienvenue quand même, hein. Qu'est-ce que ce serait agréable d'empêcher une expérience nouvelle de se mettre en place, parce que justement ça explose. On vous l'avait bien dit, les Noirs et les Arabes, dès qu'on leur fait confiance, ça explose. Troisièmement, est-ce que vous pensez que l'institution policière, qui depuis des décennies se voit élargir ses marges d'autonomie, jusqu'à devenir impunie, jusqu'à voir se multiplier les lois d'impunité, va rester passive en cas de victoire de Mélenchon? Nous avons une certitude, il va y avoir des mobilisations corporatistes d'un certain nombre d'institutions qui vont s'opposer à la nouvelle logique en marche. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne, qui est sur une stratégie aujourd'hui de diffusion de politiques réactionnaires, en particulier sur la question de l'immigration, vous avez vu la décision, la validation de la création de véritables camps de concentration dans des pays qui ne sont pas les pays d'origine des personnes qu'on va expulser? Est-ce que vous pensez qu'ils vont laisser passer simplement, sans réagir, un programme dans lequel on parle non pas de la régularisation de tous les sans-papiers, mais d'une régularisation, dans lequel on parle de nouveaux rapports avec les pays du Sud, etc. Bref, la lutte va s'enclencher de manière féroce, y compris après le résultat des élections. Alors, face à cela, c'est quoi nos forces? C'est quoi nos forces et que faut-il faire? D'abord, quelles que soient les analyses que les uns et les autres faisons de tel ou tel aspect du programme de la France insoumise ou des propos de Mélenchon, quelle que soit la virgule, et il faut qu'on s'interroge sur cette multiplication des débats sur les virgules, sur les points-virgules, etc. Quel que soit cela, une victoire de Mélenchon est un message. C'est un message qui va immédiatement avoir un effet sur les imaginaires. On remet, on casse ce qui détruit les dynamiques populaires de lutte, le sentiment d'impuissance. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je ne l'ai pas fait exprès, lors d'une question dans un débat récemment, une des questions était « mais quand même on ne peut rien faire ». Et ma réponse spontanée, ça a été d'expliquer, de poser la question « qui a intérêt à ce qu'on se sente impuissant ?» Eh bien, cette vidéo qui date de la semaine dernière, elle a fait 140 000 vues, là, ce matin. C'est dire qu'on est dans une période dans laquelle plein de gens sont dans des aspirations de transformation, mais pensent que ce n'est pas possible. Et c'est ça qu'il s'agit de transformer, et c'est ça
que c'est sur cette dimension de subjectivité populaire que des éléments peuvent basculer à ce moment-là. Seconde nécessité, ils vont visibiliser leur rapport de force. Ça a été dit hier, on l'a vu au moment de Mitterrand, avec le débat sur l'école laïque, mais ils vont nous faire la même chose sur toute une série de choses. Et donc il est essentiel que nous soyons capables de mobiliser plus qu'eux en appui à un certain nombre de mesures qui vont être diabolisées par tout le camp de droite et d'extrême droite. Troisième dimension qui me semble essentielle, c'est d'être vigilant sur l'agenda. Le passage du pouvoir, c'est des rapports de force. Et par conséquent, on sait très bien que dans ces rapports de force, eh bien, certaines revendications peuvent passer à l'as. Malheureusement, l'immigration et ses descendants français ont une longue expérience de cela. J'entendais tout à l'heure qu'on présentait le Front populaire uniquement sous l'angle positif. Je suis contraint de rappeler que le Front populaire, ça n'enlève rien à tout l'aspect positif, c'est aussi celui qui a emprisonné qui a interdit les premières organisations indépendantistes algériennes. Mai 68, quel extraordinaire moment de force des classes populaires. Et pourtant, un certain nombre de cahiers de revendications venant des entreprises dans lesquelles l'immigration était extrêmement majoritaire ont été mises de côté, parce qu'elles étaient jugées non représentatives de l'ensemble. Et ce n'était pas par désaccord forcément, c'est par secondarisation. 1981, l'abandon du droit de vote aux résidents étrangers. Vous pensez que dans les municipales, dans certaines villes, si les résidents étrangers avaient le droit de vote, ça ne viendrait pas transformer dans un sens progressiste encore plus fort les rapports de force actuels? Et donc, on ne peut pas se contenter d'aller simplement dans une dynamique de soutien. Il faut rappeler de la place où sont un certain nombre de militants représentant une partie de cette nouvelle France, eh bien, un ordre dans l'agenda et des choses qui nous semblent essentielles et qu'on n'accepte pas qu'elles soient secondarisées. Il faut enfin, et ça c'est dès maintenant que ça commence, je ne sais pas encore sous quelle forme ça peut prendre, mais je pense que c'est essentiel qu'on se mette tous au travail, au-delà de nos appartenances, etc. Il faut multiplier les espaces délibératifs, transpartisans, autour de cette notion d'être le point d'appui social pour que le programme soit appliqué. Je suis persuadé que ce type de dynamique, s'il se met en place, nous demandera d'aller plus loin que le programme actuel, c'est-à-dire poussera à aller encore plus loin. Non seulement ça sera un point d'appui par rapport aux sabotages qui viendront d'ailleurs, mais ça créera les dynamiques qui permettent de rajouter de nouvelles revendications. Et je voudrais terminer sur deux mots d'ordre. Un que je retire de Thomas Sankara. Alors vous aurez compris que j'ai fait exprès de citer des Noirs et des Arabes, parce que quand je vais en Afrique ou dans le monde arabe, ils connaissent les auteurs révolutionnaires occidentaux, mais quand je parle à des Occidentaux ici, ils connaissent très peu les auteurs révolutionnaires du monde arabe ou du monde africain. Sankara nous disait « Osons inventer l'avenir ». Autrement dit, la question qui nous est posée, c'est de créer les conditions pour qu'effectivement, nous puissions inventer l'avenir. Et la seconde citation, elle est de Amilcar Cabral, qui avertissait. Je le dis par rapport à tous ceux qui sont tentés par les postures du spectateur. Je vais voir ce qui va se passer et on verra, après je prendrai peut-être position, peut-être pas, etc. Ceux qui sont dans la posture du purisme, ah mais à telle virgule, donc je ne peux pas soutenir. Ceux qui sont dans la posture de oui, mais on a déjà vécu cela, et qui en réalité ne prennent pas en compte la différence de séquence et de contexte. Pour tout cela, bien voilà ce que leur dit Cabral. Il est trop tard de battre de tambour quand la case brûle. Merci. Merci beaucoup à Saïd Bouamama qui,
en citant Sankara et en citant Cabral, nous a invité, je crois, et nous a rappelé la nécessité aussi pour notre camp, nous qui sommes des militants dans le Nord global, parfois de décentrer un peu notre regard, de sortir de notre nombrilisme et de nous désoccidentaliser. Et puisqu'il envisageait la perspective de briser un ordre de domination pluriségulaire, je crois que l'intervention de Yazid Harifi, à qui je m'apprête à céder la parole, sera également extrêmement modeste, puisqu'il s'agit, je crois, de désoccidentaliser la France. Merci.